2011 dans les solutions de trading et les paiements basés sur la technologie Bitcoin. Avec l'équipe Paymium, il a conçu et développé la place de marché Paymium.com, dédiée initialement au trading Bitcoin-Euro et qui intègre maintenant les altcoins et les tokens. Avant de s'engager à temps plein dans l'écosystème des crypto-monnaies, Pierre a développé une expérience de la cryptographie appliquée dès les années 90, participant à plusieurs projets de télévision payantes comme Direct TV aux USA et Canal+. Pierre a reçu un MBA de l'Université de Columbia à New York et est diplômé de l'école Polytechnique. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont Bitcoin, mode d'emploi, paru en 2015, ainsi que de nombreux articles sur son blog, que je vous invite à lire, e-ducat.fr et sur Paris Tech Review. Il anime le think tank Bitcoin France et a participé à de nombreuses fois à des émissions sur Bitcoin dans les médias nationaux, France Inter, Europe 1, Figaro TV, BFM Business, etc. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Bitcoin et énergie et nous allons essayer de répondre à deux questions principales. Quels sont les rapports entre Bitcoin et l'énergie et quelle est la valeur industrielle de Bitcoin? Donc, le format de la conférence est plus compact que les précédentes. 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions, réponses pour favoriser les échanges. Donc voilà, Pierre, la parole est à toi et bonne conférence à tous. Merci. Merci David pour l'introduction et puis merci à tous pour votre attention parce que c'est toujours un privilège de présenter un petit peu en dehors du contexte habituel des bitcoiners et des fanatiques de crypto et notamment à HEC où évidemment l'aspect économique et la formation est plus orientée effectivement sur l'économique, sur la science. C'est vrai que je vais parler donc du lien entre, on va explorer ensemble plus exactement le lien entre énergie et monnaie en général et en particulier entre énergie et Bitcoin. Bitcoin étant une forme particulière et nouvelle de monnaie évidemment. Donc l'énergie, c'est quelque chose dont tout le monde parle, le changement climatique, la consommation énergétique, mais en fait, c'est un peu comme pour la monnaie, les gens n'ont souvent pas les bases en fait, de certains fonctionnements, certaines lois qui s'appliquent, et notamment en énergie, bon, il y a ce qu'on appelle la thermodynamique, qui est une science qui est une partie de la physique, qui permet en fait de comprendre un tas de phénomènes. Et c'est ça qui est intéressant et que je vais vous faire partager, parce que vous allez vous apercevoir qu'avec un minimum de notions, on peut expliquer certains phénomènes, notamment voilà, pourquoi les GAFA s'enrichissent de manière astronomique en ce moment. Ben voilà, la thermodynamique l'explique très bien. Donc, je vais sans plus attendre commencer à dérouler notre présentation, sachant que, comme l'a dit David, le but, c'est que vous puissiez aussi interagir et poser des questions et j'essaierai d'y répondre. Et sachez que moi aussi, j'ai encore plein de questions, bien sûr, sur tous ces domaines parce qu'on n'en fait pas le tour, je dirais, en une vie. Une vie ne suffit pas à faire le tour de tout ça, donc on va en parler. Donc, des petits rappels de ce que c'est que l'énergie et de la thermodynamique, des bases vraiment très, très légères. Hein. C'est le seul slide de rappel sur la thermodynamique. Donc, vous voyez, je ne vais pas trop loin dans les explications, on va dire, scientifiques. Tous ceux qui ont fait une prépa scientifique m'excusent parce que, évidemment, ils ont ces bases-là. Donc, le travail, qu'est-ce que c'est que le travail du point de vue énergétique, thermodynamique? Si on parle de travail mécanique, par exemple, c'est une force qui s'applique sur une certaine distance. Hein. Donc, par exemple, on va dire que si vous demandez à quelqu'un de déplacer votre piano, c'est un service et cette personne va fournir un travail mécanique donc, qui consistera à déplacer le piano sur une certaine distance avec une force qui d'ailleurs va être variable. La force va être plus importante quand on va remonter le piano que quand on va le descendre, etc. Mais la distance, ça va correspondre voilà, à ce qu'on a, à notre besoin. Donc, c'est du travail et en réalité, c'est aussi de l'énergie parce qu'en fait, le travail se mesure en joules. Et le joule, c'est aussi la mesure de l'énergie en physique. Donc, il y a une équivalence entre travail et énergie. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre, parce que c'est un peu de là que tout part. On parle aussi souvent de puissance, et la puissance, en fait, c'est juste le travail, je dirais, voilà, divisé par le temps, c'est-à-dire, en fait, le flux d'énergie. C'est une notion de flux d'énergie qu'on est capable de produire dans un temps donné. Donc, on parle beaucoup de puissance, mais en fait, la puissance sert parfois à calculer le travail, tout simplement, puisque si on multiplie la puissance par le temps pendant lequel elle a été appliquée, on obtient le travail qui a été fourni. Encore une fois, il y a équivalence entre travail et énergie. Alors, le travail, c'est intéressant comme notion parce qu'en fait, c'est les échanges de monnaie et la monnaie intervient très vite sous forme de salaire. Hein. Le salaire récompense un travail.
Donc, on voit bien que dans l'esprit des gens et dans l'acceptation sociale de la monnaie, il y a l'équivalence entre travail et monnaie est acceptée, puisqu'on accepte de la monnaie en échange de son travail. Donc, ça veut dire que, comme la relation d'équivalence est transitive, il y a une sorte d'équivalence entre énergie et monnaie. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez peu dans la littérature. Il y a beaucoup de gens qui font des tas il y a notamment un scientifique qui m'a passionné, qui a fait un lien entre la thermodynamique et plein de domaines, notamment la biologie et l'économie. Mais sur la monnaie, il s'arrête un petit peu sur la monnaie. Or, on va voir qu'il y a vraiment une équivalence entre énergie et monnaie. La monnaie est une forme d'énergie, est une représentation de l'énergie. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Donc, cette équivalence, cette transitivité, elle permet d'expliquer en fait plein de phénomènes si on applique, puisque ça permet donc d'appliquer des lois physiques finalement au système monétaire. Le système monétaire peut être vu comme un système thermodynamique, comme le vivant aussi. Les êtres vivants peuvent aussi être vus comme des systèmes thermodynamiques. Alors, ce que les scientifiques appellent des états hors équilibre, un état stationnaire hors équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit de l'énergie et on en fournit dans un état donc, qui est stationnaire. On essaye de se maintenir en fait, avec le flux d'énergie, l'aliment qu'on reçoit par l'alimentation, qu'on reçoit par la chaleur, différentes formes d'énergie. Parce que, en fait, ce qu'il faut aussi retenir dans les rappels un peu que je fais là, c'est que l'énergie vient sous plein de formes différentes. Il y a de l'énergie mécanique, il y a de l'énergie thermique, il y a de l'énergie électrique. Toutes ces formes d'énergie, en fait, existent dans la nature. Et tout ce qu'on fait, en fait, du point de vue strictement scientifique, c'est transformer l'énergie. On ne crée pas d'énergie, on ne consomme pas d'énergie. Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on transforme l'énergie. Par exemple, d'une énergie thermique, on fait une énergie cinétique, dans le cas d'une voiture. D'une énergie solaire, donc de rayonnement, on va faire une énergie électrique, dans le cas de panneaux solaires, etc., etc. Donc, quand vous entendez, par exemple, que Bitcoin est énergivore, le mot énergivore, en fait, n'a pas vraiment de sens, puisque on ne consomme pas d'énergie, en fait, on la transforme. Et on va voir comment on peut la transformer et sous quelle forme. Sous quelle forme l'énergie est intéressante. Donc là, je vous ai déjà cité le premier principe de la thermodynamique, donc on a été vite dessus, on va pas s'apesantir sur les rappels de thermodynamique. Ça permet quand même de poser des choses, parce que ce sont des lois physiques qui encore une fois, s'appliquent et surtout expliquent plein de choses. Donc le deuxième principe, parce qu'il y en a un troisième, donc on ne dit pas le second, on dit le deuxième, mais je ne vous parlerai pas du troisième parce qu'il n'est pas utile pour notre discussion, mais on va rester sur le deuxième. La collecte de données, par exemple, des GAFA dont j'ai parlé, donc Google, Facebook, etc., ils ont trouvé une martingale géniale qui consiste à collecter les données des gens et après leur faire croire que tout est gratuit. En fait, ce qui se passe quand on collecte des données, c'est qu'on réduit ce qu'on appelle l'entropie d'un système. C'est-à-dire quand Facebook, le système Facebook, on peut appeler ça le réseau Facebook, en fait c'est un réseau privatif, quand il collecte des données de ses utilisateurs, en fait il réduit son entropie. Et ce que dit le deuxième principe de la thermodynamique, c'est que pour réduire l'entropie, il faut qu'il y ait un apport d'énergie. Donc en fait, ce qu'on fait quand on fournit des données à Facebook, c'est qu'on fournit en fait on réduit son entropie, donc ce qui correspond à un apport d'énergie. Et donc si on se ramène à notre nos premières slides, on a vu qu'apporter de l'énergie, en fait, c'est apporter un équivalent monnaie, en fait, puisqu'il y a équivalence entre travail, énergie et monnaie. Donc en fait, on a collecté de la monnaie, tout simplement. Donc la collecte de données correspond à une collecte, correspond à un paiement, en fait. Donc vous payez, en fait, ça vous explique en termes thermodynamiques pourquoi vous avez le sentiment, en fait, de payer avec les données quelque chose qui vous est présenté comme gratuit. Et évidemment, cette collecte de monnaie fait que les GAFA s'enrichissent de manière considérable, puisque effectivement,
Ils ne sont pas taxés sur ces paiements, ils sont taxés que sur qui est un paiement, je dirais, B2C, hein, on est dans le retail, et évidemment, leurs clients sont des annonceurs, hein, donc ils peuvent faire de l'évasion fiscale sur leurs revenus qu'ils ne peuvent pas cacher, hein, ceux des annonceurs, parce que là, pour le coup, ils utilisent une monnaie bien identifiée, il y a des flux monétaires bien identifiés, mais ce flux de données est en fait un flux monétaire. Donc voilà, c'est juste pour expliquer, pour montrer que si on prend un phénomène économique comme l'enrichissement quasi infini des GAFA, eh bien, en appliquant une simple loi de Termo, on explique facilement ce qui se passe. Et si les gouvernements prenaient en compte cela comme un paiement, c'est-à-dire s'ils admettaient eux-mêmes l'équivalence entre énergie et monnaie, eh bien, ils pourraient taxer ces paiements sur la TVA, enfin comme ils veulent, et donc ils résoudraient leurs problèmes de taxation des GAFA. Mais encore faut-il qu'ils fassent ce cheminement jusque, je dirais, dans les textes de loi. Donc là, j'essaye d'avancer, mais ça n'avance pas. Ouais, bon, voilà, ça a avancé. Alors, je reviens 2 secondes sur le premier principe, c'est-à-dire la conservation en fait, de l'énergie. Quand j'ai dit que l'énergie vient sous plusieurs formes, les 2 formes, j'ai cité l'énergie cinétique, énergie électrique, etc., énergie thermique. Et en fait, il y a aussi 2 formes au sens, je dirais, du format, hein, c'est le stock ou le flux. C'est-à-dire que l'énergie, vous pouvez la trouver sous forme d'un stock ou d'un flux. Et d'un stock, c'est typiquement un produit fini. Si vous achetez, alors je vais prendre un exemple simple qui est celui de la charrue que peut utiliser un agriculteur. Donc ça, c'est un exemple, je dirais, ancestral. Donc la charrue, c'est un produit fini qui est en fait un stock d'énergie que l'agriculteur va pouvoir utiliser. Parce que sans la charrue, il doit fournir typiquement un flux, c'est-à-dire son travail, c'est un flux d'énergie qu'il fournit pour labourer son champ. Ça prend un certain temps, donc il va appliquer sa puissance, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant le temps qu'il faut pour labourer le champ. Mais s'il utilise une charrue, eh bien, évidemment, il va économiser sur ce travail, sur ce flux. Donc, il a remplacé une partie du flux par un stock en utilisant la charrue. Donc, du point de vue économique, on voit bien qu'on peut avoir un mix, en fait. Le mix énergétique, c'est aussi un mix entre des stocks et des flux d'énergie. Ça, c'est très important à comprendre aussi quand on analyse les phénomènes économiques. Donc, en gros, pour simplifier, le produit fini, c'est un stock et le flux, c'est du travail, c'est du service. Donc, tout ce qui est manufacturing va créer de la valeur sous forme de stock et le service va délivre de la valeur par le flux. Alors, la création de valeur, en fait, si on analyse ce que c'est, si on admet qu'on ne crée pas, donc le premier principe, c'est qu'on ne crée pas de l'énergie, on n'en consomme pas vraiment non plus. Qu'est-ce que c'est que la création de valeur? Alors, la création de valeur, il y a donc des scientifiques qui ont fait ces parallèles, parce qu'évidemment, je ne suis pas le seul dans ce que je vous raconte. C'est évidemment d'éminents thermodynamiciens ont fait ce chemin intellectuel, même s'il n'est pas abouti aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'assez émergent. La création de valeur, en fait, ça correspond à prendre une énergie qui n'est pas utilisable et à la rendre utilisable. C'est ça, en fait, la vraie création de valeur, elle se passe quand on transforme l'énergie d'une forme pas utilisable à une forme utilisable. Alors, exemple simple, encore, je vais vous illustrer par l'exemple, c'est la logistique. Si vous avez un endroit, un stock d'énergie, donc un produit qui n'est pas utilisable là où il est, typiquement dans une usine, il ne va pas être utilisé dans l'usine, le produit, il va falloir une logistique pour l'amener chez le client. Eh bien, il y a création de valeur par ce service qui consiste simplement à déplacer un stock d'énergie du point A au point B. Donc là, la logistique donc, crée de la valeur. Voilà pour illustrer le propos, comment on crée de la valeur si on ne peut pas créer d'énergie et si on n'en consomme pas vraiment, on n'a fait que la transformer, ben voilà, déplacer un stock d'énergie, c'est une création de valeur. Autre exemple, évidemment, c'est capter un flux d'énergie existant qui ne serait pas utilisable en tant que tel, donc typiquement l'énergie solaire, et la transformer en énergie électrique. Là encore, il y a création de valeur. Mais il n'y a pas création d'énergie, vous l'avez compris maintenant. Donc voilà un petit peu les rappels de thermodynamique que je voulais donner, parce que vous entendez, donc vous l'avez compris, ça fait 10 ans que je travaille sur Bitcoin, donc je fais partie des tout premiers adopteurs de la technologie, et donc des tout premiers qui ont commencé à en parler autour d'eux. Donc
mon entourage, à des collègues, à des journalistes aussi qui s'y sont intéressés assez rapidement. Et effectivement, une des premières objections qui est venue, c'est que ça consommait de l'électricité, puisque c'est conçu pour, Bitcoin est conçu pour assurer sa sécurité à travers donc une énergie passée qui est celle de l'extraction des Bitcoins. Donc, vous comprenez donc maintenant que un Bitcoin, en fait, ça correspond plus ou moins à un stock d'énergie, puisqu'on a stocké une énergie qui a été dépensée dans le passé. Je ne sais pas quand le Bitcoin a été miné, mais en tout cas, voilà, il représente une énergie passée. Et immédiatement, on peut faire le parallèle avec l'or, une pièce d'or, par exemple, une pièce d'or, qui est donc un produit fini, au sens où je l'ai expliqué tout à l'heure pour la charrue. C'est un produit fini, comme une bouteille de Coca-Cola ou quelque chose comme ça. Donc la pièce d'or, c'est un stock d'énergie, puisqu'elle elle porte l'énergie passée de son extraction, de sa fusion sous forme d'une pièce, et de la logistique aussi, de l'énergie qu'il a fallu pour l'amener dans la transaction qui est en cours, puisqu'on parle d'une pièce qui intervient dans une transaction. Donc, il y a un parallèle immédiat qu'on peut faire donc déjà entre un Bitcoin et une pièce d'or, puisque les deux portent une énergie passée qui leur permet d'exister, et une logistique. Donc, pour le Bitcoin, c'est une logistique. Pour l'or, c'est une logistique physique, avec des coffres-forts, des camions de la Brinks et des choses comme ça, des camions blindés, etc. Dans le cas de Bitcoin, c'est une infrastructure réseau, en fait, qui remplace toutes ces, je dirais, Fort Knox, et tous les coffres forts, toute la logistique sécurisée qui accompagne un paiement, qui accompagnerait en fait un paiement en or, puisqu'aujourd'hui, l'or n'est plus vraiment utilisé dans les transactions. Mais quand on le déplace, il faut que ce soit dans des camions blindés néanmoins. Donc, on voit bien, on commence à voir le parallèle qui est fait parfois aussi entre Bitcoin et l'or, donc on appelle parfois Bitcoin l'or digital. Donc, encore une fois, la thermodynamique explique pourquoi on le fait. Ce n'est pas juste parce qu'on pense que c'est de l'or comme ça. Les gens, souvent, alors, donc, dans les objections, j'ai tout entendu, évidemment, plutôt à répétition. Donc, l'objection, ça consomme de l'énergie. Donc là, je viens vous expliquer, oui, c'est comme l'or. D'ailleurs, c'est beaucoup moins nocif pour l'environnement que l'or, parce que je me suis intéressé, je suis moi-même extrêmement soucieux de l'environnement, je me suis intéressé. Donc, et l'arbitrage entre l'or et Bitcoin est assez facile à faire, parce que l'or est extrêmement nocif à plein de points de vue. Bon, déjà, il y a 50 personnes par an qui meurent dans les mines d'or, on ne le sait pas trop, mais c'est à peu près la statistique année après année, parce qu'il faut miner dans des endroits, il faut aller très profond, et c'est assez dangereux. Enfin bref, et en des conditions plus ou moins hasardeuses. Donc, contrairement au minage de Bitcoin, le minage de l'or tue. Et surtout, il pollue l'environnement de manière beaucoup plus embêtante, parce que ça détruit, par exemple, des forêts équatoriales pour leur paillage, ça répand du mercure dans la nature, des métaux lourds. Donc, c'est quand même très, très sale, le minage de l'or. Et ça consomme en gros 6 fois plus d'énergie. À dollar égal, $1 d'or et $1 de Bitcoin, l'extraction de l'or représente à peu près 6 fois plus d'énergie que l'extraction d'un Bitcoin aujourd'hui. Donc, si on est vraiment concerné par l'environnement, on étudie la question, évidemment. Et quand on étudie la question, on arrive à cette conclusion que Bitcoin est plutôt favorable à l'environnement, puisqu'il se positionne en substitut de l'or. Et donc, s'il tend à prendre un peu la place de l'or dans les coffres des banques centrales et comme réserve de valeur, c'est plutôt bénéfique à l'environnement. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut connaître sur l'aspect Bitcoin et énergie. Je vous rassure, je vais aller sur d'autres questions après. On ne va pas parler que d'énergie, mais je voulais éclairer un peu le débat là-dessus. Et évidemment, l'autre remarque qu'on peut faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, l'adjectif énergivore n'a pas vraiment de sens du point de vue scientifique. Et en l'occurrence, Bitcoin est conçu pour que les mineurs consomment l'électricité la moins chère. C'est-à-dire qu'un mineur qui consommerait de l'électricité, je dirais, au tarif heure pleine, par exemple, il n'a aucune chance d'être rentable, puisqu'en fait, à côté, il y a d'autres mineurs qui minent des bitcoins à des tarifs plus favorables. Et évidemment, s'ils sont plus rentables, ils vont pouvoir investir davantage de matériel, etc. Enfin, le mineur qui paye l'électricité, je dirais, plein pot, il va rapidement disparaître du marché. Donc, Bitcoin est conçu pour
que les mineurs accèdent à l'électricité la moins chère qui existe. Et l'électricité la moins chère qui existe, par définition, c'est l'électricité dont personne ne veut et qui est un surplus. Alors, la production électrique mondiale, c'est à peu près 20 000 TWh par an. Et Bitcoin, ça consomme donc les estimations à peu près reconnues universellement tournent autour de 100 TWh. Donc, on est sur du 0,5% de la production électrique mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est que 0,5% d'une production industrielle ? Évidemment, c'est moins que ce qu'on appelle le waste, hein, le industrial waste, c'est-à-dire que vous n'avez aucune production, j'en connais pas en tout cas, où vous avez 100% de la production qui est consommée. Il y a forcément des pertes dans une production industrielle, ne serait-ce que à cause du décalage temporel, par exemple, entre une demande, l'offre et la demande, parce qu'il y a des choses qui tombent du camion, parce que voilà, il y a des défauts, les boulons, si vous fabriquez des boulons, il y a des boulons défectueux, etc., etc. Il n'y a aucune production industrielle où vous avez 100% de consommation de la production. Du coup, les 0,5% de Bitcoin, ça correspond à peu près aux 3/4. Hein, les études ont été faites et tournent autour du chiffre des 3/4. 3/4 de la consommation des mineurs, c'est effectivement des surplus. Les tarifs dont ils bénéficient, en tout cas, sont fondés sur des surplus qui ne sont pas consommés. Donc, parce que dans la production hydroélectrique, par exemple, les barrages sont à certains endroits et ils sont dans une certaine time zone. Et quand il fait nuit, la production, la demande baisse et le barrage, lui, il est toujours alimenté par une rivière, par un fleuve et il produit toujours autant. Donc, avant Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Bitcoin, en fait, les opérateurs étaient obligés de brûler l'électricité en surplus avec ce qu'on appelle des bancs de charge pour éviter de faire sauter le réseau, enfin sauter les plombs. Hein, parce que exactement comme chez vous, quand il y a une surtension, ça peut créer des dommages sur le réseau. Donc, un des moyens de réguler ça, c'était de mettre des résistances, tout simplement. Donc, effectivement, il est plus malin, a priori, de monétiser ces surplus avec une monnaie qui est conçue pour ce faire. Et c'est exactement le positionnement de Bitcoin. Donc, quand on vous parle, là encore, de Bitcoin, c'est énergivore, ça consomme autant que la Finlande. En fait, ça consomme 0% de la consommation de la Finlande, parce que par définition, les Finlandais ne consomment pas les surplus. Sinon, ce ne serait pas des surplus. Je pense que là-dessus, on va être d'accord. Donc, si on appelle ça un surplus, c'est qu'il n'y a pas de demande pour cette électricité. Et les Finlandais ne consomment pas l'électricité qui proviennent des barrages hydroélectriques en Chine. Alors, pourquoi en Chine, d'ailleurs? Parce que la Chine a été très, très en avance sur la construction des barrages. D'ailleurs, attention, je ne suis surtout pas en train de dire que l'énergie hydroélectrique est propre à 100%, ce n'est pas vrai. Les barrages créent par exemple des zones marécageuses qui émettent du méthane. Hein, donc, il faut savoir que l'énergie hydroélectrique n'a pas un effet nul sur les émissions de gaz à effet de serre. Là encore, si les gens vous attaquent, viennent vous challenger Bitcoin sur l'écologie, en fait, si vous discutez un peu avec eux, vous apercevez qu'ils ne connaissent pas grand-chose à l'écologie. Ils ont juste un article du lobby bancaire qui explique que Bitcoin consomme de l'électricité. Donc, c'est bien d'éclairer le débat. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Déjà, l'énergie hydroélectrique n'est pas à 100% clean. Et d'autre part, les surplus n'existent pas qu'avec l'hydroélectrique. Vous avez, par exemple, l'extraction pétrolière aussi. Les énergies fossiles peuvent générer des surplus. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, des torchères sur certaines installations d'énergie fossile. Hein, si vous allez du côté de Saint-Nazaire, voilà, parce que toujours pareil, le 100%, on n'est jamais à 100%. Il y a toujours une certaine quantité, par exemple, de gaz qu'on ne sait pas quoi en faire parce que c'est pas assez important et en même temps c'est dangereux. Enfin voilà, pour toutes sortes de raisons. Sur une installation de production d'énergie fossile, vous avez aussi quelques surplus. Et il y a d'ailleurs des mineurs qui s'installent pour récupérer l'énergie des torchères plutôt que de la laisser perdre et brûler pour rien. Donc, donc encore une fois, en synthèse, parce que là, j'ai à peu près fini mon chapitre, j'irai sur l'énergie. En synthèse,
Bitcoin, c'est conçu pour monétiser des surplus énergétiques. Ça ne fait pas du 100%, on est, comme je vous disais, aux 3/4. Et c'est normal puisqu'il y a des endroits où, par exemple, les énergies fossiles sont subventionnées. Il y a des endroits où les énergies fossiles, elles sont quasiment au prix d'un surplus électrique ailleurs. Donc là, ce n'est pas la faute de Bitcoin. Là, pour le coup, c'est pas Bitcoin étant conçu pour consommer des surplus, il va mettre en évidence des anomalies. Et j'ai envie de dire, le fait que Bitcoin ne soit pas à 100% sur de l'hydroélectrique, ça veut juste dire que les énergies fossiles qui, normalement, ne devraient pas générer de surplus, si c'était optimal, eh bien, ce n'est pas optimal et parfois, c'est même subventionné, ce qui fait qu'on l'a à un prix réduit. Donc, voilà ce qu'il faut savoir pour éclairer un peu le débat. Si vous entendez encore une fois des gens bien intentionnés, en général, ils appartiennent au lobby bancaire, hein, ou alors ils ont un biais cognitif, ça peut arriver aussi. Hein, ça, si on en parle un petit peu, c'est effectivement ce qui arrive avec Bitcoin depuis 10 ans, c'est quand même la fin du monopole des banques centrales sur la création monétaire. Donc effectivement, il y a un côté disruptif, il y a un côté que les gens qualifient de libertarien, anarchiste, etc., dans cette invention, soi-disant. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est juste la fin d'un monopole, exactement comme sur la musique. Il y a eu à un moment avec Napster et une forme de décentralisation sur Internet, il y a eu une disruption de l'industrie musicale et des pratiques qui ont précédé, mais ça n'a rien de vraiment anarchiste, en fait, c'est juste un nouvel ordre qui se met en place, c'est davantage de concurrence. Donc, ce n'est pas forcément synonyme de chaos, en tout cas. Mais c'est vrai que certaines personnes sont dans cet état d'esprit que, effectivement, la monnaie, le privilège régalien, le privilège d'émettre de la monnaie serait un privilège régalien. On peut laisser ça en débat, mais clairement, ça crée des biais cognitifs quand on parle de monnaie. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas surpris quand les gens ont des idées très arrêtées et des objections très arrêtées. Donc, en général, ils n'écoutent pas les explications scientifiques qu'on peut donner. Mais je profite justement de cette présentation pour vous donner quelques clés et vous livrer un éclairage que vous ne trouverez pas dans les Échos ou d'autres organes de propagande de l'industrie bancaire. Voilà, donc à ce stade, je vous laisserai poser les questions peut-être à la fin de mon exposé. On va avancer si je peux avancer, parce que ça a l'air de… Oui. Bon, j'avais quelques slides plus générales sur Bitcoin qui sortent un peu du cadre de monnaie et énergie. On ne va pas épuiser le sujet de monnaie et énergie aujourd'hui, donc on peut y revenir dans les questions. Donc sur l'historique de Bitcoin, je vais passer rapidement. C'est juste pour dire que ce n'est pas effectivement quelque chose de tout à fait par hasard comme ça qui est arrivé. Et c'est des années d'efforts des cryptographes pour arriver à construire un réseau sans administrateur central, en fait. C'est un réseau qui tourne de manière autonome, de manière algorithmique, et qui évite donc le problème du point de coupure, du point de censure d'un réseau par un administrateur. Une chose qu'on a tous vécue si on a été sur un réseau d'entreprise. Donc, il faut demander la permission pour se raccorder et on peut pas, à une certaine époque, on ne pouvait pas installer toutes les applis qu'on voulait sur son ordinateur. Ça, c'était le privilège de l'administrateur central. Donc, le réseau Bitcoin, c'est justement s'en débarrasser de ce problème et avoir un réseau où il n'y a pas besoin de demander la permission pour se raccorder et où quand on envoie une transaction, on est sûr qu'elle ne peut pas être censurée par un administrateur central. Donc, ces efforts, il y a beaucoup de gens qui étaient dans cette logique d'essayer de trouver cette solution au problème qui était posé. Et Bitcoin a été l'invention qui a résolu le problème en 2008 avec le réseau qui a démarré en 2009 et qui aujourd'hui se développe chaque année à grande vitesse, puisqu'il y a à peu près une release tous les 2 mois du client de la technologie cœur de Bitcoin qui progresse donc à grande vitesse. Donc, je passe rapidement là-dessus. Alors, il y a d'autres monnaies qui sont créées depuis, évidemment,
profitant de l'invention de Bitcoin. Donc, par exemple, Ethereum, je ne sais pas si vous avez lu le papier fondateur d'Ethereum, moi je l'ai lu à sa sortie, donc ils expliquaient que Bitcoin était cassé, qu'il fallait le réparer. Donc, ça commençait assez mal en fait, parce qu'en fait, ils font juste quelque chose d'autre, qui est intéressant d'ailleurs, mais ils n'avaient pas besoin de dire que c'était pour réparer quelque chose qui était cassé, ils pouvaient juste dire on fait quelque chose de différent. Donc ça, c'est Ethereum. Souvent, les gens ne regardent que le prix aussi de ces crypto-monnaies et ne se rendent pas compte qu'en fait, le prix n'est le reflet de ce que c'est. Donc, ce que c'est fondamentalement une crypto-monnaie, c'est un droit d'usage d'un réseau, puisque pour accéder à ces réseaux, il faut posséder la monnaie qui circule sur ce réseau. Donc, c'est une sorte de droit d'usage du réseau. Dans le cas de Bitcoin, il est en quantité limitée, 21 millions. Donc, comme l'utilité du réseau augmente chaque année, ses performances augmentent chaque année, sa technologie s'améliore chaque année, il est normal que sa valeur progresse. Et je vais expliquer pourquoi il n'y a pas que ce facteur-là qui explique la progression de son prix, puisqu'on est quand même passé de à peu près $1 à 1 euro quand je commençais à en parler à 50 000 euros aujourd'hui. Donc, évidemment, ce n'est pas que la progression du réseau et de la technologie, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais en ce qui concerne par exemple Ethereum, on a affaire à quelque chose de tout à fait différent au niveau technologique. On a affaire à un droit d'usage, donc l'Ether, la monnaie qui est en quantité illimitée, donc contrairement à Bitcoin. Donc aujourd'hui, un Ether, ça vaut à peu près 3000, on va sur les 3000 euros. Donc c'est pour vous expliquer qu'il y a effectivement c'est une chose de regarder le prix, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait le sous-jacent. Et une des difficultés du secteur, c'est que chaque chaîne a des différences considérables avec une autre. Donc, on est un peu dans la situation qu'on a connue au début du web avec ce qu'on appelait alors la guerre des navigateurs, dont Netscape était évidemment le gagnant quelque part, mais ceux qui étaient là s'en souviennent, Microsoft avait déjà des velléités de devenir le vrai web, hein, donc en disant mais non, la solution d'avance, elle est cassée, elle ne va pas pouvoir, elle est déjà obsolète. Enfin, on a entendu à peu près exactement les mêmes choses que sur Bitcoin. Et il parlait du web 2.0 en disant, sous-entendu, le web 2.0, c'est le web de Microsoft en fait. Donc, évidemment, personne n'a voulu du web de Microsoft parce que l'intérêt du web, c'est que justement, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de demander l'avis à Microsoft, on n'a pas envie d'être dépendant de Microsoft. Donc, tout le succès du web, c'était justement de ne pas être contrôlé par ces grandes sociétés et pour leurs concurrents, pour tout le monde, d'avoir un réseau permissionless où on ne va pas créer une dépendance inutile avec un acteur qui pourrait devenir un censeur. Donc, on a vraiment la même situation sur les crypto-monnaies. Ce n'est pas la guerre des navigateurs, c'est la guerre des wallets, je dirais, hein, des porte-monnaies. Mais c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que Ethereum, par exemple, moi, je n'ai pas trop envie de l'utiliser parce que je sais que c'est contrôlé par une société qui s'appelle Consensus, qui est une sorte d'avatar de Microsoft, bon, qui fait croire à une certaine décentralisation. Mais en fait, quand on regarde le réseau, il est beaucoup moins décentralisé qu'il veut bien le dire. Et Tezos, c'est pareil, c'est une initiative très intéressante et avec une très bonne équipe fondatrice, mais ça reste voilà, une équipe fondatrice qui a son agenda et ça reste assez centralisé, si vous voyez aussi le nombre de nœuds, etc. Donc la guerre des navigateurs du web, qui est aujourd'hui la guerre des wallets sur les crypto-monnaies, je pense qu'elle est en train de prendre un peu se dérouler un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'in fine, c'est le réseau le plus permissionless, hein, comme on dit, le plus décentralisé, celui où il y a le moins de risque d'avoir une dépendance technologique avec un autre acteur qui va finir par s'imposer parce qu'il va, bon an, mal an, combler ses lacunes. Il y aura toujours des lacunes parce que chaque réseau a ses forces et ses faiblesses. Il y a des réseaux qui sont meilleurs que d'autres sur certains cas d'usage. Et tout ça, in fine, va converger, je pense, sur plutôt un réseau qui aura beaucoup de layers, beaucoup de couches supplémentaires, beaucoup de sidechain, de drive chain, d'acteurs connectés qui vont permettre de le faire passer à l'échelle, en fait. Mais je ne suis pas sûr que ça se termine avec des centaines de blockchains qu'il faudrait auditer pour s'assurer qu'elles continuent à marcher chaque année, etc. Personne n'a le temps de faire ça. C'était exactement la même situation sur le web, au début du web. Donc, je ne vois pas pourquoi le déroulement serait différent pour les crypto-monnaies qui sont après tout des réseaux de la même façon que le web.
Je continue. Là encore, vous entendrez plein d'avis différents sur ces questions, mais je vous livre juste un avis que vous entendez sans doute un peu moins souvent que les autres. Excuse-moi de te couper, Pierre, je suis vraiment désolé. Ouais. On avait dit qu'on changeait de format, tu sais, 30 minutes Oui. pour cette session et 30 minutes de questions. Bon, on commence à exploser le timing juste pour. Je pense qu'on peut passer aux questions parce que moi, j'ai Non, dit non, 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 mais c'est juste en pour te dire, si jamais tu veux terminer tes slides avec les messages principaux. Et, les messages principaux, c'est ceux que j'ai pour te prévenir. livrés là. Après, c'est plus des réponses à des questions pratico-pratiques ou autres d'ailleurs. Vas-y, ouais, je t'en prie, non, mais vas-y, termine. Donc, voilà, on répondait à la question comment acheter des bitcoins. Bon, je pense que le public d'HEC est averti. Bon, il se trouve que j'opère une plateforme qui permet justement d'acheter des bitcoins. Donc, je peux vous recommander d'ouvrir un compte dessus, mais c'est en aucune manière un sales pitch, hein. Je ne suis pas là pour ça ce soir. C'est là où vous aurez les commissions les plus faibles. Après, il y a les courtiers qui prennent des commissions sensiblement plus élevées. Mais non, en revanche, ça répond en partie à ma question, justement, qui était comment se différencie Paymium aujourd'hui par rapport aux autres exchanges? Alors, par rapport aux courtiers sur les commissions, évidemment, hein, vous aurez un meilleur prix sur une plateforme d'échange que chez un courtier. Mais par rapport aux plateformes étrangères, c'est un peu difficile à dire. Je dirais qu'il y a une forme de sécurité parce que vous avez un interlocuteur, on est labellisé par l'AMF. Voilà, si vous êtes sur une plateforme à Singapour et que ça ne se passe pas bien, vous n'avez pas vraiment de recours en fait. Donc, ça pourrait être la raison d'utiliser Paymium plutôt qu'une plateforme que je dirais offshore. Voilà. Mais de manière générale, on s'aperçoit que les utilisateurs tendent à ouvrir plusieurs comptes sur plusieurs plateformes. Donc, pour moi, on n'est pas en concurrence frontale avec les autres plateformes parce que pour des tas de raisons, par exemple les plafonds de virement, les contrôles des banques en fait sur les flux en euros, c'est souvent avantageux d'avoir plusieurs comptes. Donc même si les gens ont un compte dans une grosse plateforme offshore, ils peuvent souhaiter avoir une plateforme aussi en France et à ce moment-là, on est évidemment incontournable. Oui, complètement. Donc sécurité et puis par Ouais, la compliance, disons, avec la réglementation en France, ça peut être surtout pour les entreprises, mais même les particuliers, je pense qu'ils ont intérêt aussi. Super, alors, les déterminants du prix, on pourrait y passer des heures parce qu'effectivement, les gens me demandent souvent à combien sera. Parfois, j'ai la question un peu naïve, c'est qui fixe le cours du Bitcoin. Alors, ça, c'est très drôle. Effectivement, s'il y avait quelqu'un qui fixait le cours du Bitcoin, ça se saurait, mais j'ai parfois la question, un peu naïve. Mais plus fondamentalement, c'est la question, c'est quels sont les déterminants du prix, en effet. Et là, la réponse est multiple. Comme chacun le sait, ce n'est pas l'offre et la demande qui déterminent les prix. Si c'était le cas, ça se saurait, c'est les rapports de force essentiellement. Et l'offre et la demande ont une influence sur les prix, mais c'est certainement pas le seul déterminant d'un prix. Le rapport de force l'est tout autant. On le voit avec la grande distribution et les petits producteurs. C'est évidemment pas l'offre et la demande qui, dans ce cas-là, fixe le prix. Donc sur Bitcoin, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'offre et la demande, bien sûr, comme on vient de le dire, mais il y a aussi la rareté, hein, bien sûr, par rapport à d'autres monnaies. Hein. J'ai parlé par exemple d'Ethereum qui a une quantité a priori illimitée dont la production monétaire, la création monétaire n'est pas limitée. Donc avec Bitcoin, on sait qu'il n'y aura pas plus que 21 millions. La dilution de l'euro, j'ai envie de dire que quand on parle du prix du Bitcoin, c'est dans quelle monnaie? Donc si la monnaie, en l'occurrence, c'est l'euro ou le dollar, vous savez que l'euro a été très dilué dans l'année qui vient de s'écouler, hein, puisqu'on a eu à peu près une création monétaire d'euros de l'ordre de 2 000 milliards d'euros. Aux États-Unis, on était sur du 5 000 milliards de dollars en un an. Donc évidemment que quand la monnaie qui sert de mesure est diluée, le prix monte. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que la croissance du prix, c'était la progression de la techno et du réseau Bitcoin, c'est vrai, mais c'est largement accéléré par la dilution des monnaies traditionnelles, je dirais, euro, dollar en particulier, à cause de la crise sanitaire. Là, pour le coup, la crise sanitaire est à l'origine de la création monétaire massive ces derniers mois. Évidemment que ça a un rôle sur le prix. Comme le prix du Bitcoin a été multiplié par 5, évidemment, ce n'est pas parce que la valeur du réseau a été multipliée par 5. Alors, la valeur du réseau, elle augmente de manière non linéaire. Un réseau, on a coutume de dire, il y a une loi comme ça qui dit que l'utilité d'un réseau, ça croît comme le carré du nombre d'utilisateurs. Donc, si on passe effectivement de 1 à 10, de 10 à 100 utilisateurs, si on fait x10,
la valeur du réseau, elle fait x100. C'est en gros la règle qu'il faut avoir en tête quand on évalue la valeur d'un réseau. Donc, en l'occurrence, dans le cas de Bitcoin, donc, on est à 100 millions d'utilisateurs, je crois à peu près. Donc, je vous laisse calculer. Mais on est en tout cas sur une courbe très comparable à celle du web. La courbe a la même forme. Hein. La courbe d'adoption de Bitcoin a la même forme que celle du web. Donc, les similitudes sont très, très fortes entre ces deux réseaux, puisqu'ils ont beaucoup de points communs. Mais donc, cette histoire de valeur, c'est une loi quadratique, hein, le carré du nombre d'utilisateurs, mais là-dessus, il y a la dilution de l'euro. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, d'où cette impression de croissance. Mais en fait, la croissance du prix n'est pas la croissance de la valeur. Si on a compris que, en fait, évidemment, un euro mesurant la même valeur il y a un an et aujourd'hui, le prix serait évidemment beaucoup plus grand, puisqu'il est dilué. Donc, évidemment, si on trafique le thermomètre, on peut faire évidemment doubler la température et pourtant, il ne fait pas plus chaud dans la pièce. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Alors, la volatilité aussi, c'est une question fréquente que j'ai eue. Alors, la question, c'est souvent sous-entendu. Comme c'est volatile, ça ne peut pas servir dans ça ne peut pas être un moyen d'échange. Donc, conclusion du banquier, mais non, ce n'est pas une monnaie, il faut utiliser ma monnaie, l'euro, etc. Donc, évidemment, c'est tout à fait spécieux. La volatilité, encore une fois, c'est par rapport à une monnaie et l'euro fait l'objet d'autant de spéculations que le Bitcoin. Hein. Le Forex, c'est là où il y a le plus de spéculation dans le monde, c'est le Forex, et ça, c'est depuis toujours, bien avant que Bitcoin arrive. Hein. Donc, effectivement, l'euro étant… les gens, quand le Bitcoin monte, c'est que les gens, en fait, spéculent sur l'euro à la baisse. Hein. C'est parce qu'il y a eu une déclaration de la Banque centrale européenne qui leur fait penser que la valeur de l'euro va être diluée parce qu'il y a de la création, parce qu'il y a du quantitative easing, enfin bref, tout ce que vous savez sur l'euro. Donc, quand on dit que le Bitcoin est volatile, en fait, c'est la paire Bitcoin-euro qui est volatile. Ce n'est pas Bitcoin. Hein. Donc, quand on parle de volatilité, c'est toujours sur une paire, hein, ce qu'on appelle un cross dans le jargon du trading. Donc, il n'y a pas de volatilité particulière sur Bitcoin. Si j'observe l'acier, par exemple, ou l'or, voilà, il y a une volatilité assez comparable. Alors, c'est vrai que le volume de Bitcoin, c'est aujourd'hui une capitalisation des investissements en Bitcoin, donc ça représenterait 1000 milliards à peu près hein, de dollars. Il faut savoir que l'or, c'est 10 000 milliards, hein, c'est 10 fois plus. Donc, effectivement, quand vous avez une valeur qui représente un volume 10 fois supérieur, la volatilité, ça se voit moins, parce que visuellement, ça se voit moins. Mais il reste que l'or est aussi volatile. Et surtout, le Bitcoin n'a pas atteint son prix d'équilibre, hein, puisque, comme on l'a dit, le réseau, la techno sont en plein développement. Je pense qu'il faudra encore une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années avant que ça se stabilise. Donc, exactement comme sur le web, ça a mis à peu près 30 ans pour arriver là où c'est aujourd'hui. Donc, le prix du Bitcoin, on ne le connaît pas encore. On est encore dans une phase de ce qu'on appelle price discovery. Hein. On est dans la découverte du prix. Et donc, cette volatilité va continuer. Et si on regarde l'or, si par hasard, avec les millennials, la nouvelle génération d'épargnants, par exemple, l'or, les rôles respectifs de l'or et du Bitcoin s'équilibrent, par exemple à 50-50. Hein, si on passe de 1 à 10 et si on se retrouve à 50-50, donc ça voudrait dire que l'or serait capitalisé à 5 000 milliards et Bitcoin serait capitalisé à 5 000 milliards. Donc, dans ce cas, ça veut dire que la valeur du Bitcoin ferait x5 encore. Hein. Le prix du Bitcoin serait multiplié par 5. C'est un scénario qui est tout à fait plausible, honnêtement. Et ça, c'est si on reste sur le cas d'usage réserve de valeur, hein, donc concurrent de l'or. S'il y a d'autres cas d'usage qui se développent, comme les paiements. Alors, les paiements auront un effet plus faible hein, sur le prix, même si le réseau Bitcoin se développe vraiment en concurrent de celui de Visa, Mastercard, par exemple. On s'aperçoit que Visa, Mastercard s'est valorisé à peu près 500 milliards. Et surtout, donc, ça pourrait rajouter 500 milliards de valorisation à Bitcoin. Donc, vous voyez qu'entre passer de faire x5 et rajouter 500 milliards quand vous êtes à 1000, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, l'effet sur le prix de l'usage moyen de paiement est beaucoup plus limité. C'est l'usage réserve de valeur qui est vraiment un driver du prix très, 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 très important. Mais encore une fois, volatilité, oui,
et sans doute pour encore pas mal de temps. Ça n'empêche pas d'utiliser le Bitcoin comme réseau de paiement, puisqu'une transaction Bitcoin, ça dure quelques secondes, hein, contrairement là aussi à ce qu'on dit. Les 10 minutes dont on parle, l'intervalle entre blocs de 10 minutes, en fait, c'est le traitement de la transaction. Ça n'a rien à voir avec l'acquisition de la transaction sur le réseau. L'acquisition se fait comme celle d'une transaction carte bancaire, c'est-à-dire en quelques secondes. En gros, au bout de 3 secondes, vous ne pouvez plus faire une double dépense sur une transaction Bitcoin. C'est juste impossible avec le hash rate qu'il y a. Et le traitement, c'est-à-dire la confirmation dans la blockchain, ça correspond au traitement par Visa Mastercard d'un paiement carte bancaire, c'est-à-dire en gros, on est sur une journée minimum, hein. Donc, il n'y a aucun problème à utiliser Bitcoin pour les paiements. La volatilité sur quelques secondes, elle est très faible. Et sur 10 minutes, elle est tout à fait acceptable. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de marchands qui acceptent Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme moyen de paiement. Personnellement, je fais au moins un paiement par semaine avec Bitcoin. Je fais plus de paiements carte bancaire, certes, mais j'en fais aujourd'hui au moins une facture par semaine que je paye par Bitcoin. C'est vrai que ce sont surtout des prestataires informatiques, hein, hébergement, nom de domaine, jeux, enfin tout ce qui relève du numérique, mais évidemment que ça va se généraliser et donc l'aspect réseau de paiement va se développer. Mais encore une fois, en termes de déterminant du prix, l'usage réserve de valeur est beaucoup, beaucoup plus important. Voilà, donc ça, c'était le slide sur l'or, on vient de parler, moyen d'échange, on vient d'en parler aussi, et qui achètent des bitcoins. Alors ça, c'est un peu ce qui se passe en 2021, c'est l'adoption, pour moi, c'est le début de l'adoption de masse cette année, c'est-à-dire quand il y a des sociétés comme Tesla ou Time Magazine ou MicroStrategy qui commencent à placer une partie de leur trésorerie en bitcoin, ça veut dire que ça y est, l'usage en tant que réserve de valeur se généralise. Après, c'est au niveau des entreprises. Donc, aujourd'hui, un trésorier d'entreprise qui ne place pas 1%, 2%, voire 3% de son cash en Bitcoin, j'ai envie de lui demander pourquoi. Parce que tout ce qui risque, c'est de faire des gros produits financiers sur les fondamentaux. Donc, je ne vois pas pourquoi, vu la liquidité de Bitcoin aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'un trésorier d'entreprise ne le fasse pas. Si la seule raison, c'est parce qu'il a peur ou qu'il n'est pas informé ou qu'il pense que c'est mauvais pour l'environnement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si on étudie un peu ces questions, on s'aperçoit qu'il n'y a en fait aucune raison. Donc, les Américains, comme d'habitude, sont un peu plus rapides dans cette démarche que les Européens, mais évidemment, c'est le début de l'adoption. Et les épargnants, là, pareil, quelqu'un qui a un livret A aujourd'hui qui ne lui rapporte rien, j'ai envie de dire, s'il ne met pas au moins une partie de son livret A sur Bitcoin, ce n'est pas un épargnant. C'est-à-dire que pour moi, un épargnant, c'est quelqu'un qui a un horizon de temps pour son épargne, sinon ce n'est pas un épargnant. Et si on a un horizon de temps, et j'ai fait un petit peu tourner un script là-dessus sur les prix, l'historique de prix de Bitcoin, on s'aperçoit que si on garde son épargne en Bitcoin au moins 3 ans, si son horizon de temps c'est au moins 3 ans, historiquement on a toujours été gagnant. Donc voilà, après chacun prend ses décisions d'investissement, mais si on veut un peu de rendement, ça fait sens de mettre une partie de son épargne en Bitcoin. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc ça, c'est les marchands. Bon, on voit qu'ils sont évidemment dans les pays développés ou les pays qui ont des problèmes avec leur monnaie, comme l'Argentine. Historiquement, l'Argentine est un pays qui a connu des problèmes avec sa monnaie centrale. Donc, la population en Amérique du Sud, de manière générale, est assez... il y a une appétence pour des alternatives, et donc en particulier pour Bitcoin. Donc, ça explique qu'on trouve pas mal de marchands en Amérique du Sud. L'Asie a aussi un historique, notamment d'une multiplicité de devises. En Asie, il y a eu un temps où il y avait vraiment un problème quand on passait une frontière, il y avait une nouvelle monnaie. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui ont une appétence forte pour les nouvelles monnaies aussi. Et l'Afrique, en fait, ce qui se passe cette année, c'est qu'on voit un frémissement sur l'Afrique avec de plus en plus de réseaux d'acceptation. Les ONG vont peut-être comprendre aussi que on peut tracer plus facilement, on peut distribuer l'aide de manière beaucoup plus ciblée et avec beaucoup moins de déperdition si on bypass les réseaux bancaires locaux qui sont en général assez parfois corrompus, on va dire. Donc, effectivement, l'aide au développement devrait passer par des cryptos aujourd'hui. En 2021, ça n'a aucun sens de faire passer l'aide au développement par les tuyaux habituels, parce qu'on voit que ça ne marche pas, parce que l'Afrique reste
en retard sur pas mal de domaines, et on peut dire que l'aide au développement est un échec parce qu'elle n'est pas suffisante ou mal fléchée, ou elle n'arrive pas là où il faut. Donc les cryptos sont une partie de la solution à ce problème plus global de réduction des inégalités. On pourrait dire la même chose d'ailleurs du quantitative easing dans les pays développés. S'il était fléché avec des crypto-monnaies et s'il allait directement dans la poche des citoyens au lieu de passer par les marchés financiers comme aujourd'hui, évidemment que ce serait plus efficace, évidemment que ça serait mieux reçu par les populations aussi, qui verraient l'effet du quantitative easing. Aujourd'hui, les 2000 milliards d'euros qui ont été créés, comme je l'ai dit tout à l'heure, en un an, on a envie de demander où ils sont passés. Et puis c'est pareil que les gens qui disent où passe l'argent pour les services publics, parce qu'effectivement, il y a des budgets considérables et on ne voit pas arriver au bon endroit en fait. Les cryptos, c'est une solution à ce problème de traçabilité et de transparence, tout simplement. Les cryptos apportent la possibilité, les blockchains publiques apportent la possibilité d'une transparence financière, et ça, c'est fondamental. Voilà, alors bon, je vous ai déjà parlé de ce point sur le prix, la formation du prix, price discovery, etc. Je ne vais pas rester plus là-dessus. Et voilà, et là, il y a quelques URL, mais David, je te laisse prendre la main sur les questions. Ok, des questions pour nos commentaires, parce que parfois, il y a des commentaires aussi. Ouais, sur le thème de la conférence, notamment lié à l'énergie. Que pensez-vous de la mise en place d'un label pour les bitcoins minés avec de l'énergie verte? Oui, c'est très intéressant. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que les mineurs, effectivement, pourraient être incités. On pourrait créer des incitations exogènes au réseau avec une forme de labellisation, avec des adresses qui seraient quelque part whitelistées ou greenlistées. Puisque les adresses des mineurs sont dans la blockchain, donc on sait très bien. Donc si un mineur pouvait signer un message, par exemple, en disant voilà, c'est moi, et regardez mon contrat avec mon fournisseur d'énergie, c'est bien de l'énergie à bas coût, donc en surplus que je consomme. C'est pas mal. Mais encore une fois, le design, la conception de Bitcoin fait que ils sont déjà incentivés économiquement à consommer des surplus d'énergie. Donc, on peut rajouter des incitations d'ordre plus, je dirais, politique, social, etc. Mais entre nous, le protocole est déjà conçu pour les orienter vers des surplus énergétiques, donc de l'énergie renouvelable et des surplus d'énergie renouvelable, puisqu'on sait que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur 20 000 TWh, il y a forcément quelques pourcents de pertes, et quand Bitcoin en prend 0,5, on est effectivement sur des surplus. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Une question de Jérémy. Que pensez-vous des approches Proof of Stake des autres crypto-monnaies? Est-ce une solution à la critique énergivore? Voilà, alors bon, la critique énergivore, j'ai déjà répondu à l'objection. Et la réponse à ça, en fait, c'est que c'est la question quand il y a pas de proof of work. En fait, je le mettrai à l'envers. C'est vrai pour l'euro, en fait. L'euro aussi, il n'y a pas de proof of work. Alors, quelle est l'énergie qui est tokenisée? Quelle énergie on monétise puisque on a établi l'équivalence entre monnaie et énergie, la question devient quelle est l'énergie monétisée quand il n'y a pas de proof of work? Ce n'est pas une énergie passée, donc. Eh ben, c'est une énergie future. En fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand vous émettez l'euro à travers une transaction de crédit, puisque l'euro est créé dans des transactions de crédit, c'est l'emprunteur en fait qui s'engage à fournir son énergie en remboursant, donc sous forme de remboursement, qui sont une destruction monétaire, comme chacun sait. Eh bien, donc l'énergie qui est tokenisée par l'euro, c'est une énergie future, c'est l'énergie future des emprunteurs, à hauteur de ce qu'ils ont reçu comme création monétaire, donc sous forme d'un crédit. Donc c'est ça la tokenisation de l'énergie par les monnaies traditionnelles, je dirais. Alors les monnaies proof of stake, c'est un peu plus subtil, parce que du coup on se dit oui, mais il n'y a pas de dette dans le cas d'une monnaie proof of stake, il n'y a pas de dette, donc il n'y a pas d'emprunteur. Donc, c'est l'énergie de qui c'est une énergie future, parce qu'il n'y a pas d'énergie passée non plus. Contrairement à l'or et à Bitcoin, il n'y a pas d'énergie passée, donc c'est une énergie future. Mais quelle énergie future? Eh ben, c'est tout le problème des proof of stake. Ça met le doigt sur le problème des proof of stake, c'est-à-dire que la réponse habituelle à ça, c'est nothing at stake. C'est-à-dire qu'en fait, le proof of stake, là, pour le coup, c'est du vent, puisqu'il n'y a plus d'emprunteurs. Contrairement à la monnaie euro ou dollar, où il y a un emprunteur, donc un fournisseur d'énergie qui promet son énergie future. Dans le cas d'une monnaie proof of stake, il n'y a personne. Donc, nothing at stake. Et donc la monnaie proof of stake
c'est expérimental, en fait. C'est intéressant à observer. Moi, j'observe, est-ce qu'il peut exister une monnaie comme ça où personne vraiment s'est engagé? Alors, d'où vient l'énergie? Si elle ne vient pas de l'emprunteur, elle peut venir du projet lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire à ce moment-là, c'est un peu ce que fait Tezos, proof of stake, un delegated proof of stake. À ce moment-là, en gros, il vous explique, le réseau Tezos, il va créer de la valeur, donc c'est l'énergie du système Tezos que le système Tezos va produire en tant qu'infrastructure informatique. Effectivement, il rend un service, donc il fournit un travail, donc il fournit une énergie qui est donc d'origine électrique, humaine, enfin, tout ce qu'on sait sur l'énergie. Donc on pourrait, donc je suppose que c'est ça le raisonnement qu'il faut tenir, mais là je suis à l'écoute de la communauté HEC là, qui nous écoute sur théoriser quelle énergie est monétisée par les coins proof of stake. Je pense que la question est un peu ouverte. Moi, je n'ai pas une réponse définitive ce soir. Je suis un peu sur nothing at stake, hein, c'est-à-dire que… alors, l'autre problème des proof of stake, c'est qu'ils sont en quantité illimitée. Hein, c'est-à-dire que même si vous faites un réseau proof of stake à quantité limitée comme Bitcoin, en fait, il n'y a pas de coût à le cloner, le réseau, contrairement à Bitcoin. Si vous voulez cloner le réseau Bitcoin, il faut cloner toutes les infrastructures de minage. Donc, vous n'êtes pas rendu. Et en plus, vous partirez de zéro en termes d'utilisateurs. Enfin, on voit bien que c'est impossible en fait, de cloner le réseau Bitcoin. C'est comme dire, je vais lancer un réseau concurrent du web. Non, c'est trop tard. Donc, sur Proof of Stake, par contre, rien n'empêche de dire à un staker, quelqu'un qui signe des transactions sur un réseau Proof of Stake, ça ne lui coûte rien en fait, de signer des transactions sur un autre réseau Proof of Stake. C'est juste installer un autre logiciel qui fait la même chose. Donc, il peut faire du Tezos, il peut faire un autre, alors je ne peux pas en citer un autre, mais il y en a. Ethereum bientôt a dit qu'ils allaient passer Proof of Stake. Alors d'ailleurs, Ethereum a dit qu'ils allaient passer Proof of Stake dès le premier jour. C'était la promesse de Vitalik Buterin dès le début de lancement. Et on voit que, voilà, 7 ans après, je crois, on est à peu près c'était 2014, ouais. Donc 7 ans après, ils ne l'ont toujours pas fait. Hein. Donc, et en fait, quand on lit comment ils vont le faire, en gros, ils disent, bon, on va faire tourner en parallèle Proof of Work et Proof of Stake, puis au bout de 3 ans, on va voir ce qui marche, si ça marche. Et si ça ne marche pas, on va revenir à Proof of Work. Donc, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils vont faire les deux en parallèle pendant 3 ans. Hein. C'est à peu près ça le plan d'Ethereum. Donc, ça dit bien le pari que ça représente de passer de Proof of Work à Proof of Stake. Cela étant, si Ethereum ne passe pas en Proof of Stake, là, pour le coup, Ethereum pose un problème d'environnement parce que ça ne sert à rien de fragmenter la sécurité sur l'énergie sur 2 réseaux, en fait, hein, sauf si vraiment il y a une différence entre les 2 réseaux. Mais comme Bitcoin va plus ou moins intégrer les fonctionnalités d'Ethereum au fil du temps, voilà, ils ont une vraie question existentielle sur Ethereum. Mais tout ça, encore une fois, c'est expérimental, c'est en pleine dynamique, donc on ne sait pas le résultat. En fait, chacun a ses convictions. Là, je vous livre les miennes, mais je suis sûr qu'il y en a autant que de participants à cette conférence. Et donc, la réponse pour Proof of Stake, c'est que rien n'est clair. Voilà, j'ai envie de dire, rien n'est clair, mais si on me demande une réponse courte, je dirais nothing at stake. Impeccable. Merci. Ensuite, il y avait une question également sur peut-être un peu technique, enfin en tout cas sur la blockchain sous-jacente. Pourquoi dit-on que la blockchain sous-jacente à la Bitcoin est éternelle? Alors, je ne sais pas si Bitcoin, on dit que c'est une time chain parce que c'est Proof of Work, ça permet de séquencer effectivement les blocs de manière immuable. Hein, c'est-à-dire quand c'est pratiquement impossible c'est théoriquement possible et pratiquement impossible de changer l'ordre effectivement des transactions. Donc, on a coutume de dire que c'est plutôt une time chain et on laisse le vocabulaire blockchain moi, je le laisse plutôt aux banquiers centraux qui ont commencé à l'utiliser parce qu'ils ne voulaient pas utiliser le mot Bitcoin dans leur conférence. Donc, ils se sont dit comment on va faire pour faire une conférence sur les crypto-monnaies sans citer les crypto-monnaies. Donc, on va parler de blockchain comme ça va pas faire la publicité de Bitcoin. Hein. C'était ça, en fait, le début du mot blockchain. Hein. Je le sais parce que moi, j'ai réservé le domaine blockchain.io en 2012, hein, parce que je l'ai vu hier, leur truc. Hein. Donc, on a un nom de domaine blockchain comme ça, mais en sachant que ce n'est pas une blockchain, en fait, c'est une time chain, hein, Bitcoin. Donc, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais ce qui est sûr, c'est que si on veut… on a une source de preuve cryptographique qui est vraiment immuable dans le cas de Bitcoin, parce que, vu le hash rate, voilà, c'est économiquement et je dirais presque techniquement…
en termes d'investissement, de mise en place de l'attaque, etc. C'est une attaque qui n'est pas faisable. En cryptographie, on est toujours sur une notion de faisabilité de l'attaque. On n'est jamais sur du 100%. C'est comme dire, vous ne me ferez pas dire qu'il y a zéro chance qu'une météorite tombe sur ma maison. Non, je ne peux pas vous dire ça. Il y a une probabilité non nulle qu'une météorite tombe sur ma maison. Ce n'est pas pour autant que je considère que j'ai un risque. Vous voyez ? Faut bien capter ces nuances sur la perception du risque. Nicolas Taleb a écrit très très bien sur ces questions de perception du risque avec le signe noir, avec un certain nombre d'antifragiles. Ce genre de livre explique très bien ces phénomènes d'ordre psychologique, je dirais, mais qui influent l'économie en fait, de manière très forte. Donc, dans le cas de Bitcoin, je dirais qu'il y a une probabilité non nulle de faire une réorganisation, une réorg de la blockchain et donc de l'attaquer, mais cette probabilité est à peu près la même qu'une météorite tombe sur ma maison. Donc, ça ne m'empêche pas de dormir et ça ne m'empêche pas de construire des choses et de continuer à construire la maison, etc. Donc, dans le cas de Bitcoin, c'est pareil. On n'est pas en danger d'une réorg avec le taux le hash rate qu'il y a sur Bitcoin aujourd'hui. Très bien. Et ensuite, peut-être une question aussi liée à, peut-être plus économique, liée à ton dernier article donc sur e-ducat.fr, monnaie valeur, monnaie dette, je crois. Donc, c'était en fait, qu'est-ce qui distingue fondamentalement la valeur d'un euro par rapport à la valeur d'un Bitcoin? Oui, on l'a un peu expliqué dans l'exposé, c'est-à-dire la différence entre une énergie passée vérifiable, donc c'est un stock d'énergie vérifiable, puisqu'on peut vérifier la preuve de travail, on peut vérifier la teneur en or dans le cas d'une pièce d'or, en la passant au rayon X, parce que vous savez que sinon on peut mettre du tungstène à l'intérieur, le tungstène ayant la même une densité proche de l'or, même en une pièce, un lingot par exemple, il faut le passer au rayon X aujourd'hui pour être sûr qu'il est authentique. Mais voilà, c'est des preuves d'énergie passée vérifiables. Dans le cas de l'euro, on est sur une promesse. La valeur de l'euro repose sur une promesse de remboursement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les banquiers centraux, notamment la Banque de France, est vent debout contre la notion d'annulation de la dette, parce qu'effectivement, ça casse le narratif de la monnaie dette, puisque la monnaie dette, tirant sa valeur d'une énergie future fournie par l'emprunteur, si l'emprunteur dit tout d'un coup, ah ben non, je ne rembourse pas, je ne fournis pas l'énergie, on est ramené un peu à la question de proof of stake, c'est-à-dire que l'euro devient une sorte à ce moment-là de proof of stake, et il n'y a plus de notion de dette associée à un euro. Et là, effectivement, ça remet en question complètement le narratif, alors le narratif implicite, parce qu'évidemment, très peu de gens savent que comment l'euro fonctionne en fait. Ils ne savent pas comment Bitcoin fonctionne. En gros, l'homme de la rue ne sait pas comment Bitcoin fonctionne parce qu'on ne nous donne pas accès, on ne me donne pas accès aux médias évidemment pour l'expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'euro non plus, il sait pas, parce qu'on ne lui explique pas non plus le phénomène de la création monétaire par la dette. Donc, dans les deux cas, il est dans le noir et ça changerait rien. Mais le banquier central, lui, il dort mieux si on rembourse sa dette quand même, tu vois. C'est juste ça. Si on commence à pas rembourser, il va se dire bon, ça va finir par se voir. Ça va finir par se voir que ça repose un peu sur du vent. Et ça, c'est quand même embêtant parce qu'il y a des gros enjeux pour lui, enfin pour les banques centrales. Donc voilà en gros peut-être ce qui se passe avec donc la différence. Je pense que j'ai éclairé un peu cette notion avec la notion de monnaie-valeur et monnaie-dette. Effectivement, la monnaie-valeur, c'est en fait le cas général. Dans le cas général, on parle de la monnaie, c'est une monnaie-valeur, c'est-à-dire que les actions, par exemple, des sociétés cotées sont une forme de monnaie que ces sociétés cotées utilisent d'ailleurs pour acheter d'autres sociétés. Pour moi, il y a monnaie quand il y a liquidité, c'est-à-dire quand on est sûr de pouvoir passer d'un actif à l'autre, on a dans les mains une sorte de monnaie. Et encore une fois, ça peut être des actions d'une société cotée, ça peut être de l'or, ça peut être du bitcoin, tout ça, c'est des monnaies valeurs. Et la monnaie dette, c'est très spécifique, c'est encadré, parce que s'il y a une promesse, il faut qu'il y ait un encadrement juridique. Donc la monnaie dette, c'est un peu la chasse gardée des États, puisqu'effectivement, pour émettre une monnaie dette, il faut que la dette soit reconnue et enforced, comme on dit en anglais, qu'elle soit sujette qu'elle soit cautionnée par un système juridique et pénal si on ne rembourse pas. Donc c'est ça la différence, encore une fois, entre monnaie dette et monnaie valeur. La monnaie valeur ça fonctionne très différemment. Voilà.
Une question, peut-être une dernière question. Comment, tu nous disais tout à l'heure comment on fait pour acheter du Bitcoin sur Premium, les petites étapes basiques pour… L'étape la plus pénible, mais elle est pas si pénible que ça, c'est d'ouvrir un compte. C'est-à-dire, c'est comme ouvrir un compte sur une banque en ligne, en gros, puisqu'il faut fournir une pièce d'identité et un D'accord. justificatif de domicile, donc c'est pas très pénible. Ce qu'on doit faire, il y a un KYC pareil sur toutes les Voilà, autres plateformes. c'est vraiment comme ouvrir un compte sur une banque en ligne, puisqu'on est de facto un peu dans le même registre. Ou sur un autre exchange aussi. Hein. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ce sera pareil sur un autre exchange. Hein. Oui, aujourd'hui, tout le monde le fait. Ceux qui ne le faisaient pas ont été fermés par le FBI ou par les autorités. Donc, il faut s'identifier. Une fois qu'on est identifié, c'est tout simple. On fait un virement parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est moins cher que par carte bancaire, par exemple. Hein. On peut acheter par carte bancaire aussi, mais j'aurais tendance à le déconseiller parce qu'à ce moment-là, il y a des commissions plus élevées. Mais si on est pressé, ça peut aussi se faire par carte bancaire chez Premium. Hein. Et à partir du moment où on a fourni les euros, ben on obtient des bitcoins. Alors, si c'est par carte bancaire, on les obtient directement, c'est ce qu'on appelle un ordre au marché. C'est-à-dire qu'on vend nos bitcoins à ce moment-là. Si c'est par virement, on peut placer un ordre comme sur la bourse, quoi. Donc, on met en relation un acheteur avec un vendeur et on obtient ces bitcoins sur son compte Premium Bitcoin et on peut sortir ensuite ces bitcoins vers un wallet externe si on veut ou le laisser sur la plateforme. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de laisser leurs bitcoins sur la plateforme et d'autres qui préfèrent les sortir sur un wallet externe type hardware wallet ou desktop wallet. Hein. Il y a des très bons desktop wallets aussi comme Electrum qui est d'ailleurs un développeur français à l'origine d'Electrum. Qui s'est installé à Berlin, mais bon, il est français, l'ancien de l'INRIA. Donc, je le cite au passage. Mais sinon, Premium, c'est aussi une très bonne façon de conserver ses bitcoins si on n'a pas envie de s'embêter, je dirais, avec un wallet. Et après, peut-être, comme on est sur le thème de l'énergie, une question en rapport avec les cryptos liés au projet énergie que tu aurais connaissance et que tu trouverais intéressant à creuser de notre côté aussi, que tu recommandes de regarder peut-être? Alors, moi, professionnellement, je regarde beaucoup de crypto de manière au moins assez superficielle. Après, pour approfondir vraiment une crypto, c'est-à-dire faire de la veille sur une blockchain, c'est très, très chronophage. Hein. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses sur ces technos. Il y a beaucoup d'annonces marketing, mais ça n'a aucun intérêt. Il ne faut surtout pas écouter les annonces marketing, les opérations marketing. Ça, c'est juste pour faire ce qu'on appelle du pump. Hein. Donc, on voit des cryptos comme ça qui prennent de la valeur. Puis je prends l'exemple de Dogecoin, par exemple, qui est un très, très bon terrain de jeu pour les marketeurs. Il faut savoir que c'est une monnaie qui peut monter effectivement jusqu'à, les gens disent que ça va monter jusqu'à 1 euro. Et puis historiquement, ça perd 90 à 95% de sa valeur après un pump. Hein. Donc, il faut savoir ça. Donc, si vous ne sortez pas au bon moment, vous pouvez perdre votre chemise sur ce genre de monnaie. Et ce qu'on appelle get wrecked en anglais, hein, dans le jargon des cryptos, c'est you get wrecked, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas sorti au bon moment après un pump. Donc moi, je déconseille fortement aux gens qui ne sont pas des professionnels des cryptos d'aller sur les altcoins. Je vais être très clair. Parce que vous avez un risque qui en fait est inutile. Parce qu'en fait, les cryptos, on s'aperçoit historiquement que ce sont des trackers de Bitcoin. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, Ethereum, par exemple, ça progresse à mesure que Bitcoin progresse. C'est très bien. Et il y a des moments où il y a des pumps, ce qu'on appelle des pumps, donc ça va. Parce qu'il y a un phénomène de marketing dans la presse, les gens s'excitent. Alors en ce moment, c'est la DeFi, ce qu'on appelle la DeFi, c'est-à-dire Decentralized Finance, qui fait que, alors en gros, quand la blockchain Ethereum devient inutilisable, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde dessus que ça devient inutilisable, on nous dit c'est là où le cours est au plus haut. donc, je pense qu'il y a un moment, il faut revenir aux réalités. Ce sont des réseaux. On est dans la guerre des navigateurs. Demandez-vous quel est votre horizon de temps, surtout en tant qu'épargnant. Et si vous êtes là pour jouer avec de la petite monnaie ou si c'est pour votre épargne. Donc, si c'est du sérieux pour une épargne, je dirais avec un horizon de 3 ans, ne vous embêtez pas, j'ai envie de dire, avec les altcoins. Par contre, si vous voulez jouer, vous amuser et suivre une blockchain en particulier, pourquoi pas. Mais le risque est vraiment, vraiment élevé parce que les mouvements sont très, très rapides. Et comme je prenais l'exemple de l'historique de Dogecoin, qui est un bon exemple. Mais c'est pareil, Bitcoin Cash. Voilà, Bitcoin Cash, ça vaut quoi? 900 € aujourd'hui. C'est un fork de Bitcoin qui est inférieur. C'est une technologie inférieure.
Il n'y a aucune raison que Bitcoin Cash vaille 900 € aujourd'hui. Ça devrait valoir 0 Bitcoin Cash. Donc, la seule raison, on la connaît, c'est parce qu'il y a un individu derrière qui manipule le cours, tout simplement. C'est un milliardaire. Il était parmi les early adopters et il a beaucoup de moyens. Donc, il peut manipuler le cours de Bitcoin Cash. Mais attention, à un moment, on va revenir aux réalités. On va s'apercevoir que Bitcoin Cash, ça ne sert à rien. C'est un clone de Bitcoin qui est un clone inférieur de Bitcoin, donc ça ne sert vraiment à rien. Donc, voilà, tout ça. Donc, je dis, faites votre due deal sur les cryptos. Si vous vous intéressez à une crypto, vraiment, faites les due deals et demandez peut-être l'avis de quelques professionnels. Mais j'ai envie de dire, si vous ne voulez pas y passer trop de temps et vous ne vous embêtez pas, vous pouvez acheter du Bitcoin et bénéficier de la progression du marché des cryptos, parce que progressent en gros, elles sont très corrélées, et vous vous embêtez pas avec les altcoins. Vous risquez d'être wrecked, comme on dit. Même aujourd'hui, si la dominance Bitcoin est quand même en chute, on a l'impression. Mais elle a été en chute au moment des ICO, c'était pareil. Oui, c'est ça, tout à fait. On a connu ça. C'est encore une fois la guerre des navigateurs, c'est que du marketing. Et Ethereum a une équipe marketing extrêmement performante avec Consensus et un certain nombre d'autres acteurs américains. Ils sont très forts en marketing. Je reconnais. Bitcoin n'a pas de division marketing. Il y a quelques hurluberlus comme moi qui en parlent, qui choisissent de passer pour des ringards éventuellement, parce que je mets en garde contre les altcoins, mais je me suis pas trop trompé depuis 10 ans, donc je me permets de continuer à dire ce que je pense, et après, je connais pas de gens qui se sont plaints de ce que j'avais dit, en tout cas. Mais il y avait quand même forcément une centralisation au départ du projet Bitcoin, quelque part. La centralisation, c'est vraiment un concept qui est c'est pas du tout binaire, hein. C'est un spectre. C'est-à-dire qu'effectivement, Bitcoin aujourd'hui, c'est, on va dire, la monnaie la plus décentralisée parce que c'est la plus difficile à censurer. C'est le réseau qui est le plus difficile à contrôler, à prendre le contrôle. Bitcoin, c'est très compliqué. Je vois pas trop. Même un État aujourd'hui aurait beaucoup de mal à prendre un contrôle durable du réseau. On peut perturber le réseau. On peut toujours perturber un réseau pendant une certaine période de temps, mais un contrôle durable de Bitcoin est objectivement impraticable. Alors d'ailleurs, c'est une observation qu'on peut faire sur les proof of stake, c'est que si vous prenez le contrôle d'un coin proof of stake, par contre, vous pouvez prendre un contrôle définitif. Contrairement à Bitcoin, où quand c'est proof of work, vous pouvez toujours rajouter des mining rigs, vous pouvez toujours attaquer, je dirais, les mineurs existants, essayer de faire grossir un pourcentage, de reprendre un pourcentage des parts de marché en ajoutant des data centers, tout simplement. Vous êtes dans une concurrence ouverte. Si vous avez le contrôle de plus de 50% des coins dans un proof of stake, vous avez acheté plus de 50% des coins sur le marché de manière cachée ou par fusion-acquisition avec d'autres acheteurs, etc., par collusion, enfin par toutes sortes de mécaniques de marché, eh ben, le contrôle du réseau Proof of Stake est définitif. Il n'y a plus de moyen, si les autres ne sont pas vendeurs, hein, celui qui contrôle le réseau ne vend pas ses coins, vous n'avez aucun moyen de reprendre le contrôle du réseau. Donc ça, c'est un point aussi qui va dans le sens de… Un réseau décentralisé ne peut être que Proof of Work, hein, du coup, parce que Proof of Stake, la décentralisation n'est pas assurée dans le temps. Proof of Work, vous avez un truc qui est décentralisé autant que possible, j'ai envie de dire. C'est jamais parfait, hein, on n'est pas dans du 100% de décentralisation. Ce qu'on appelle en anglais Paradise Fallacy, hein, c'est quand vous avez la solution à un problème. Paradise Fallacy, c'est vous laissez penser que pour que le problème soit résolu, il faut qu'il soit résolu à 100%. Donc ça, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche une solution à peu près optimale. Donc le problème de la décentralisation est résolu par Bitcoin de manière à peu près optimale, éco-friendly, etc. Mais il ne faut pas non plus dire qu'on est sur du 100% de décentralisation, ça n'aurait pas de sens. Peut-être d'autres questions. Une autre question sur Litecoin particulièrement, mais par rapport à ce que tu disais, ça revenait à dire la même chose, hein, sur les alts. Oui, alors Litecoin a un rôle, un côté un peu particulier parce que c'est le premier altcoin historiquement. C'est un altcoin, c'est le premier, qui a démarré en 2011 comme un clone de Bitcoin. C'est très malin ce qu'a fait Charlie Lee, le fondateur de Litecoin, parce qu'il a pressenti comme beaucoup à cette époque le succès de… En gros, tout le monde
dans la communauté Bitcoin de l'époque 2010, 2011, 2009, pour comme moi, les premiers, on a, comment dire, quand le Bitcoin a atteint $1, c'était psychologiquement, ça coïncidait avec le fait que le réseau commençait à vraiment marcher correctement. Là, on s'est dit, il n'y a plus de limite, quoi. Si ça atteint $1, ça veut dire que c'est parti. Et ce truc-là va être comme le web. En gros, je pense que beaucoup de gens à ce moment-là. Et Charles Ely a été très malin parce qu'il s'est dit bon, s'il y a une guerre des navigateurs, créons du désordre, comme disait Shakespeare, feignons d'en être les organisateurs. Donc, s'il y a du désordre. Donc, effectivement, il a pressenti qu'il y aurait des altcoins, le premier, et c'est lui qui a créé le premier. Donc, l'altcoin a un côté historique très particulier du fait que c'est le premier, mais ça reste un altcoin. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça apporte par rapport à Bitcoin? Absolument rien. Alors, si à l'époque, le pitch marketing, c'était dire Bitcoin, c'est de l'or et l'altcoin, c'est de l'argent. Alors, sauf que je prendrais l'image dans l'immobilier d'un immeuble. Dans un immeuble, vous n'avez qu'un seul dernier étage. L'agent immobilier, il sait que si quelqu'un cherche un dernier étage, il n'y en a qu'un. Donc, il y a une rareté. Et par contre, pour être dans un étage, si vous avez une tour de 10 étages, que vous soyez au 8e ou au 9e, en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, le problème de Litecoin, c'est ça. C'est que, oui, c'est de l'argent, mais sauf que sur l'argent, vous avez plein de coins qui peuvent prétendre à être l'argent. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où vous avez l'or au sommet de la hiérarchie, ou Bitcoin au sommet de la hiérarchie en termes de réserve de valeur, vous pouvez avoir des moyens d'échange. C'est la mauvaise monnaie chasse la bonne dans les échanges. Donc, quand vous avez une monnaie inférieure, c'est celle que vous allez utiliser dans les échanges. Donc, effectivement, si vous avez du Litecoin ou du Bitcoin, vous allez peut-être vous débarrasser de vos Litecoins si vous avez quelque chose à acheter. Mais encore une fois, c'est des perceptions, c'est du marketing. C'est pas éco-friendly de faire du proof of work, comme je l'ai dit, sur plusieurs blockchains, parce que vous fragmentez l'énergie sans ajouter de la sécurité. Il vaut mieux concentrer l'énergie sur une seule chaîne pour augmenter la sécurité, sinon vous la fragmentez. Donc, pour toutes ces raisons, ça reste un altcoin et je ne recommande pas d'aller dessus. Et je ne pense pas que ça ait un avenir. Je pense juste que ça sert, tant qu'il y a du marketing autour, tant que la guerre des wallets est en cours, et ça peut encore durer une dizaine d'années, c'est vrai, 5 à 10 ans, c'est possible. Mais à un moment, il y aura convergence parce que chaque année, ce que les gens ne voient pas, c'est l'écosystème et tout ce que ça représente. C'est-à-dire l'écosystème Bitcoin et l'écosystème Litecoin, ils n'ont rien à voir en termes de nombre d'acteurs, de nombre de développeurs impliqués, de nombre de technologies qu'il faut. Le web, je le rappelle souvent, c'est un empilement de technologies, le web, qu'il a fallu construire. Les DNS, l'IP, HTTP, tout ça, SSL, tout ça, c'est des technos qui sont développés et qui ont dû scaler, c'est très, très compliqué. Et les gens, si on fait abstraction de la complexité, évidemment, tout est possible. Mais quand on connaît la complexité de développer ces réseaux peer-to-peer et permissionless, c'est là qu'on comprend qu'on est dans la même situation que sur le web. Et quand on parle, par exemple, d'Oracle comme Chainlink, qui est plutôt, bien sûr, une altcoin, mais ça peut s'adapter à toutes. Les oracles, c'est universel. On peut utiliser les oracles sur Bitcoin, bien sûr, et je pense que les oracles ont un rôle, c'est un business model très, très intéressant, notamment pour les assurances paramétriques, pour plein de choses. Donc, je pense que les oracles, c'est des choses qui vont perdurer, mais ça peut jouer sur la chaîne Bitcoin, les oracles. Pour la pub, on les reçoit d'ailleurs le 20 mai, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. On reçoit Chainlink le 20 mai, avec Johan Head, un responsable, Head of Integration. D'autres questions peut-être? Non, je ne crois pas. Impeccable. Écoutez, non, je pense si tu veux peut-être donner un mot de la fin, Pierre. Écoutez, moi, j'ai envie de dire, j'apprends tous les jours sur l'écosystème, les technos, etc. Donc, je trouve très sympathique qu'on ait passé ce soir ensemble. Ça prouve que tous ceux qui étaient là ce soir avaient l'ouverture d'esprit, la curiosité qui est vraiment nécessaire, la condition pour vraiment, je dirais, profiter de cette opportunité que sont les cryptos aujourd'hui. Donc, j'en félicite tous les participants et je les invite à peut-être effectivement qui n'hésitent pas à me contacter s'ils en ont envie et surtout qui n'hésitent pas à
parcourir mon blog rapidement pour approfondir peut-être certaines questions sur lesquelles j'ai été un peu rapide. Non, mais peut-être même une dernière question sur Paymium. Je pensais par rapport au listing des assets que tu as, et puis notamment sur l'avenir de Paymium, comment tu… Alors, les listings des assets, c'est un peu une demande du marché. Donc, comme je l'ai dit, c'est effectivement, on est encore en phase à la fois de price discovery et de guerre des wallets. Donc, oui, on va proposer d'autres cryptos sur Paymium, même si on a été spécialisé sur Bitcoin pendant longtemps. Et voilà. Et après, comment vont évoluer les exchanges? Je pense qu'ils vont être de plus en plus régulés. Ils vont ressembler de plus en plus à des néobanques. On voit que les banques américaines commencent à se dire, bon, il faut qu'on propose Bitcoin à nos clients. Donc, en fait, ils sont en train de devenir plus ou moins des exchanges ou des brokers. Donc, de toute façon, tout ça converge vers un monde des services financiers où on trouvera à la fois les réseaux traditionnels, euros et dollars, et les nouveaux réseaux qui sont les cryptos. Un exchange, c'est un hub en fait, qui permet de passer d'un réseau à un autre, fondamentalement. Donc, on a un rôle stratégique. Je pense que c'est important que les pays se dotent d'infrastructures qui contrôlent. On parlait de souveraineté numérique. Si on ne veut pas que le phénomène des GAFA se reproduise, je pense que les gouvernements devraient être beaucoup plus proactifs sur la transition numérique au lieu de la regarder en spectateur. On a l'impression qu'on a un secrétaire d'État au numérique en particulier qui est totalement transparent. Enfin, personnellement, je suis sidéré. Au lieu d'être proactif, on a l'impression qu'on regarde ce qui se passe et qu'on va… alors qu'on devrait… C'est comme le TGV. Moi, je dis la transition numérique, c'est comme le TGV. C'est un truc qui se décide et qui se finance. On ne subit pas, on n'attend pas que les Américains, les Chinois développent des plateformes en espérant qu'on joue un rôle. Après, on va être vassalisé complètement. Donc, ça, c'est la grande faille des programmes de la puissance publique en ce moment, c'est de laisser passer le train du numérique sans comprendre que c'est des problématiques d'infrastructure, des enjeux d'infrastructure, exactement comme le TGV, le nucléaire, des trucs qui ne peuvent exister qu'avec la puissance publique. Et les Chinois et les Américains l'ont bien compris, puisqu'effectivement, derrière le succès des GAFA, il y a évidemment la puissance publique américaine, et derrière les Chinois, et c'est évidemment la même chose. Donc, comme les Européens ne le font pas, je pense qu'il faut que malheureusement chaque pays européen le comprenne et le fasse. On a fait l'Airbus, je crois, avec les Allemands et les Anglais. On devrait pouvoir faire des choses dans le domaine du numérique sur le même modèle. Mais si on continue à regarder ça comme des initiatives privées sous-financées, comme c'est le cas aujourd'hui, on aura le résultat qu'on aura visé, c'est-à-dire pas de résultat. En fait. Je parle pour la puissance publique. Moi, en tant qu'entrepreneur, je sais très bien ce que je veux faire et je suis en train de le faire. Mais du point de vue plutôt macro, encore une fois national, c'est vrai que c'est quand même… On est quand même dans une dynamique globalement de vassalisation. Quand je vois des administrations qui utilisent Microsoft ou Google, qui ne se demandent pas, mais il y a des alternatives logiciels libres. On pourrait peut-être juste préconiser aux administrations d'utiliser OpenOffice plutôt que Microsoft Office. Ce serait peut-être pas mal, ce serait un bon début. Mais même ça a l'air très compliqué. Question de Franck, comment savoir si un exchange n'est pas un broker? Là, c'est très simple. Dans le cas d'un exchange, il y a ce qu'on appelle un carnet d'ordre. On montre un carnet d'ordre avec des acheteurs et des vendeurs qui vont placer des ordres et on peut les voir. Si c'est un broker, il y a juste un prix de vente et un prix d'achat. Donc, il vend ses coins et il achète ses coins à des prix différents, un peu comme le bureau de change à la gare. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Nous, c'est ce qu'on appelle… Nous, on est un petit Nasdaq, entre guillemets, pour les cryptos. Un broker, il achète et il vend des cryptos, il fait de l'achat-vente. Ce n'est pas du tout pareil. Et surtout, ce n'est pas pareil au niveau des commissions, parce qu'on va payer évidemment plus cher chez un broker que sur une place de marché. Là aussi, il suffit de comparer les prix, le prix qu'on peut avoir sur la place de marché comparé au prix qu'on va payer chez le broker. On voit qu'il y aura une différence. Excellent, je pense que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment pour cette présentation, cette mine d'informations, puis ton énergie hyper éclairante. Merci infiniment. Et puis, je vous donne rendez-vous si vous voulez bien. La semaine prochaine, on reçoit donc Hedera Hgraph, le lead développeur Greg Scular de Hedera Hgraph, donc, qui est un projet aujourd'hui qui veut concurrencer le réseau Bitcoin. Non, intéressant. Donc, je vous invite tous à vous inscrire. Normalement, je vous ai envoyé le lien. Et sinon, sur la page Blockchain @HEC sur LinkedIn.
Voilà, encore merci pour tout, Pierre. Merci à toi, David, et à Merci, tous nos amis d'HEC. Je vois Frédéric Krebs, que je salue aussi. Merci à tous, très bonne soirée. Au revoir.